Jeffrey Epstein cultivait une image de richesse et d'influence immense. Et il était un financier qui opérait dans les plus hautes sphères de la société américaine. Ses origines professionnelles étaient quelque peu opaques, commençant comme enseignant avant d'entrer dans le monde de la haute finance chez Bear Stearns. Il a ensuite fondé sa propre entreprise, J. Epstein & Co., gérant les fortunes d'une liste exclusive et secrète de clients. Ce succès financier lui a procuré un style de vie fastueux, comprenant une île privée dans les îles Vierges américaines, un vaste ranch au Nouveau-Mexique, un somptueux manoir à Manhattan et une résidence à Palm Beach, en Floride. Ces propriétés deviendraient plus tard des lieux centraux dans les récits troublants de ses accusatrices. Le véritable pouvoir d'Epstein, cependant, semblait découler de son vaste réseau de relations. Il a méticuleusement tissé des liens avec des personnalités puissantes dans divers domaines, y compris la politique, la science, le monde universitaire et la royauté. Il côtoyait d'anciens présidents, des scientifiques renommés et des dignitaires internationaux. Ce réseau lui servait de bouclier, créant une aura d'intouchabilité qui l'a entouré pendant des décennies. Son nom est devenu synonyme d'un certain type d'accès d'élite. Cette façade, soigneusement construite d'un philanthrope brillant et bien connecté, allait finalement s'effondrer sous le poids d'accusations odieuses. L'importance de l'affaire s'étend bien au-delà des actes criminels d'un seul homme. Elle est devenue une étude de cas essentielle sur la dynamique du pouvoir, des privilèges et des défaillances systémiques du système judiciaire. L'histoire soulève de profondes questions sur la façon dont un individu riche et connecté a pu prétendument commettre des crimes pendant une si longue période en toute apparente impunité. Elle force un examen difficile des institutions censées protéger les plus vulnérables, des services de police locaux au bureau des procureurs fédéraux. L'affaire a déclenché une conversation mondiale sur la responsabilité, se demandant si la justice est appliquée de manière égale à tous, quel que soit leur statut ou leur richesse. La fascination du public pour cette affaire est enracinée dans ses implications troublantes. Le début officiel des problèmes juridiques de Jeffrey Epstein peut être retracé à Palm Beach, en Floride en 2005, lorsqu'un parent a contacté le service de police local avec un rapport troublant. Le parent alléguait qu'Epstein avait eu une conduite inappropriée avec sa fille de 14 ans, et cette plainte unique a servi de catalyseur, incitant le département de police de Palm Beach à ouvrir une enquête. Ce qui a commencé comme un simple rapport a rapidement commencé à s'étendre, alors que les enquêteurs commençaient à découvrir un schéma de comportement similaire. L'enquête initiale n'était pas une affaire simple. Elle exigeait des détectives qu'ils naviguent dans le monde secret et bien protégé qu'Epstein avait construit autour de lui. Au fur et à mesure que la police de Palm Beach approfondissait, elle a commencé à identifier et à interroger d'autres victimes potentielles. L'enquête, menée par le détective Joseph Recarey, a lentement reconstitué un récit déchirant. Les témoignages partagés par les jeunes femmes étaient remarquablement cohérents. Elles décrivaient avoir été recrutées, souvent par d'autres jeunes femmes, et amenées au manoir d'Epstein à Palm Beach sous prétexte de proposer des massages. Ces rencontres, affirmait-elle, ont rapidement dégénéré en abus sexuels. L'ampleur de l'enquête s'est accrue à mesure que de plus en plus d'individus se manifestaient, suggérant que la plainte initiale n'était pas un incident isolé, mais faisait partie d'un plan d'exploitation plus vaste et organisé. Les preuves recueillies par la police étaient substantielles. Elles comprenaient des témoignages détaillés de nombreuses victimes, dont beaucoup étaient mineurs au moment des abus présumés. Les enquêteurs ont également compilé des journaux et des dossiers qui semblaient corroborer les récits des victimes sur la fréquence des visiteurs au manoir. En 2006, la police de Palm Beach avait monté une affaire qu'elle estimait suffisamment solide pour des accusations criminelles importantes. Ils ont préparé un affidavit de cause probable de 53 pages, recommandant que le procureur de l'État inculpe Epstein de plusieurs crimes liés aux abus sexuels de mineurs. L'affaire semblait se diriger vers une grave poursuite au niveau de l'État. Cependant, la trajectoire de l'enquête a pris un tournant critique. Alors que la police locale montait son dossier, l'affaire a également attiré l'attention du FBI et du bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de la Floride. Ce passage d'une enquête au niveau de l'État à une enquête fédérale s'avérerait être un moment charnière dans l'affaire. L'implication des autorités fédérales, dirigées à l'époque par le procureur des États-Unis Alexander Acosta, a complètement modifié le paysage juridique. L'attention s'est déplacée d'un procès potentiel au niveau de l'État en Floride vers des négociations secrètes se déroulant au niveau fédéral, un développement qui aurait des conséquences profondes et durables pour les victimes et pour la poursuite de la justice.
Il ne s'agit pas seulement d'une histoire de dépravation individuelle, mais d'une saga qui implique une culture plus large de complaisance et de silence. Le nombre impressionnant de victimes qui se sont finalement manifestées et la cohérence de leurs récits ont dépeint un tableau d'une opération sophistiquée et prédatrice qui était cachée à la vue de tous. L'affaire est devenue une pierre de touche pour les discussions sur les abus sexuels, l'exploitation des mineurs et le courage des survivantes qui risquent tout pour dire leur vérité. Son héritage est celui d'illusions brisées, forçant la société à affronter des vérités inconfortables sur les puissants et les systèmes conçus pour les contrôler. L'enquête fédérale a abouti non pas à un procès, mais à un arrangement juridique très controversé. En 2008, l'équipe juridique de Jeffrey Epstein a négocié un accord avec le bureau du procureur fédéral, Alan Dershowitz, Kenneth Starr. Cet accord, connu sous le nom d'accord de non-poursuite, il a protégé Epstein des poursuites fédérales pour crimes d'exploitation sexuelle de mineurs. En échange, Epstein a plaidé coupable de 2 accusations de prostitution en Floride. Les termes ont été négociés en secret, sans la connaissance des victimes. Les conséquences ont été immédiates et étonnamment clémentes. Ces crimes auraient pu entraîner la perpétuité au fédéral. Epstein a reçu une peine remarquablement légère. Condamné à 18 mois en prison de comté, il n'en a purgé que 13. Les conditions étaient inhabituellement permissives. Il a bénéficié de privilèges de libération pour travailler, jusqu'à 12 heures par jour, 6 jours par semaine, pour travailler depuis son bureau privé. Cet arrangement a été critiqué comme une parodie de justice, un aspect litigieux, les larges dispositions d'immunité. L'accord protégeait Epstein des accusations fédérales. Il étendait l'immunité à 4 co-conspirateurs, nommés, et à tout co-conspirateur potentiel. La clause a mis fin à toute enquête fédérale ultérieure. Pendant des années, l'identité de ces individus est restée spéculative. La clause a créé un pare-feu juridique protégeant le cercle d'Epstein, laissant des questions. Qui était au courant de ces activités? Qui aurait pu y participer? Les victimes et leurs défenseurs ont été indignés. Les procureurs avaient promis que justice serait rendue, pour découvrir ensuite l'accord secret qui minimisait les crimes et protégeait des associés. Ils ont soutenu que l'accord était injuste et illégal, violant la loi sur les droits des victimes qui exige consultation et traitement équitable. Ce sentiment de trahison a alimenté une longue bataille juridique, menée par l'avocat Bradley Edwards au nom des victimes, pour faire déclarer l'accord invalide et exposer les circonstances. Dans les années qui ont suivi l'accord de 2008, l'affaire Epstein a largement disparu des feux de la rampe nationale. Les voies légales de poursuite semblaient closes. Epstein a pu reprendre sa vie de luxe et d'influence, bien qu'avec le statut dérangeant de délinquant sexuel enregistré. Cependant, sous la surface de l'indifférence publique, l'histoire n'est pas morte. Les victimes, bien que réduites au silence par le système juridique, ont refusé d'abandonner leur lutte pour la responsabilité. Elles ont continué à partager leurs histoires avec des avocats et des défenseurs de confiance, créant un dépôt de témoignages qui se révélerait un jour inestimable. Leur persévérance était une force tranquille mais puissante, un refus de laisser l'injustice de l'accord précédent être le dernier mot. Parallèlement, un petit groupe de journalistes est resté déterminé à découvrir toute la vérité. La plus éminente d'entre elles était Julie K. Brown du Miami Herald. À partir de 2017, Brown s'est lancée dans une enquête exhaustive sur l'affaire, animée par les questions persistantes entourant le plaidoyer de culpabilité indulgent. Elle a passé des mois à retrouver et à interviewer des dizaines de victimes d'Epstein, dont beaucoup n'avaient jamais parlé publiquement auparavant. Elle a méticuleusement examiné des milliers de pages de documents judiciaires, de rapports de police et de dossiers scellés, reconstituant un compte-rendu complet et accablant du système prédateur d'Epstein et des défaillances juridiques subséquentes. Le résultat a été une série d'investigations révolutionnaires publiées en novembre 2018, intitulée « Perversion de la justice ». Les articles ont mis à nu les détails des abus présumés d'Epstein, l'étendue de son opération de trafic et l'histoire choquante de la façon dont Alexander Acosta avait négocié l'accord secret de non-poursuite. Les articles ont donné une voix puissante aux victimes, publiant leurs récits déchirants dans leurs propres mots. La série n'a pas seulement ressassé de vieilles nouvelles, elle a présenté une montagne de nouvelles preuves et de témoignages humains convaincants qu'il était impossible d'ignorer. L'impact de perversion de la justice a été sismique, ravivant l'indignation publique et générant une immense pression politique pour une nouvelle enquête. La série a démontré le pouvoir du journalisme d'investigation pour tenir les institutions puissantes responsables. Elle a sorti les histoires des victimes de l'ombre et les a placées au centre de la conversation nationale.
le reportage détaillé a fourni une feuille de route au nouveau procureur et a directement conduit à la réouverture de l'affaire par les autorités fédérales à New York. Des années de persévérance tranquille de la part des victimes et des journalistes avaient finalement brisé le mur du silence, préparant le terrain pour la confrontation finale d'Epstein avec la loi. Le tollé public et le regain d'attention suite à l'enquête du Miami Herald ont créé un environnement où l'inaction n'était plus une option. Le 6 juillet 2019, des agents fédéraux ont arrêté Jeffrey Epstein alors qu'il débarquait de son jet privé à l'aéroport de Teterboro, dans le New Jersey. L'arrestation a marqué un tournant dramatique dans une histoire que beaucoup pensaient terminer une décennie plus tôt. Cette fois, les accusations ont été portées par le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York, une juridiction distincte de celle qui lui avait accordé l'accord de non-poursuite de 2008. Le nouveau terrain de bataille juridique signifiait que l'accord controversé de Floride ne le protégerait pas automatiquement. L'acte d'accusation dévoilé par le SDNI était accablant. Il accusait Epstein de trafic sexuel de mineurs et de complot en vue de commettre du trafic sexuel. Les procureurs alléguaient qu'entre au moins 2002 et 2005, Epstein avait exploité un vaste réseau visant à exploiter sexuellement des dizaines de jeunes filles mineures. Les accusations détaillaient une opération systématique dans laquelle les victimes étaient attirées dans ses résidences de Manhattan et de Palm Beach. Les victimes étaient payées pour des actes sexuels, puis recrutées pour lui trouver d'autres jeunes filles. L'acte d'accusation était bien plus sévère que les accusations au niveau de l'État auparavant, entraînant une peine potentielle pouvant aller jusqu'à 45 ans de prison. Dans les jours suivant son arrestation, des agents fédéraux ont perquisitionné le manoir d'Epstein à Manhattan. Ils ont trouvé une importante somme d'argent, des dizaines de diamants et un faux passeport avec la photo d'Epstein, mais un nom différent et une adresse saoudienne. Les procureurs ont fait valoir que cela, combiné à son immense richesse et à son jet privé, faisait de lui un risque de fuite extrême. La défense a tenté de faire rejeter les accusations au nom de l'accord de 2008 et a offert manoir et jet en garantie, plus une assignation à résidence gardée. Cependant, le juge n'a pas été convaincu et a rejeté la demande de libération sous caution. Epstein a été ordonné de rester en détention au MCC en attendant son procès. Détenu sans caution, l'attention se portait sur le procès imminent qui promettait de révéler l'étendue de ses crimes présumés et, potentiellement, l'identité de puissants associés. Le 23 juillet 2019, Epstein a été retrouvé semi-conscient avec des marques au cou. Placé sous surveillance anti-suicide et évalué. Il a été retiré de la surveillance environ une semaine plus tard et renvoyé à l'unité d'hébergement spéciale. Son codétenu fut transféré. Les deux gardes ont admis avoir falsifié des registres de ronde. Au matin du 10 août 2019, Epstein a été retrouvé inconscient, transporté à l'hôpital où il a été déclaré mort. Le médecin légiste a conclu à un suicide par pendaison. Conclusion accueillie par un scepticisme public massif et un torrent de théories du complot. Ses liens avec des personnes puissantes, l'enjeu de son procès et les failles de sécurité du MCC ont nourri les spéculations d'homicide. Sa mort a mis fin brutalement à l'affaire pénale. En droit américain, pas de procès posthume. Les charges ont été abandonnées. Pas de procès, pas de présentation de preuves, pas de verdict. Pour ses accusatrices, la nouvelle fut dévastatrice. L'acte final dans une cellule a scellé qu'Epstein ne répondrait jamais personnellement des crimes allégués, laissant un héritage de questions sans réponse. Sa mort n'a pas mis fin à l'affaire, elle en a changé le cours. Les procureurs de New York ont juré de continuer, visant l'identification et la poursuite des co-conspirateurs. Cela a conduit à l'arrestation, puis à la condamnation de Ghislaine Maxwell en 2020, reconnue coupable d'avoir recruté et préparé des mineurs. Avec l'affaire pénale caduque, beaucoup se sont tournés vers le civil, attaquant une succession évaluée à plus de 600 millions de dollars. En 2020, un fonds d'indemnisation a permis de déposer des réclamations et d'obtenir réparation sans procès public. Plus de 150 personnes indemnisées pour un total de plus de 125 millions de dollars, une reconnaissance officielle du préjudice. Alexander Acosta a dû démissionner de son poste de secrétaire au travail. Le bureau des prisons a subi de sévères critiques et des enquêtes internes. Grand débat sur le système de justice américain, son traitement des accusés riches et ses obligations envers les victimes. Symbole de défaillance systémique et catalyseur d'appel à réformer les lois sur le trafic sexuel et les droits des victimes. L'héritage de l'affaire est complexe et évolutif. Échec institutionnel profond, mais courage immense des survivantes.
Dévoilements judiciaires, enquêtes en cours et témoignages publics éclairent un monde sombre de privilèges et d'exploitation. Rappel du pouvoir du journalisme d'investigation et de l'importance cruciale d'écouter les victimes. La recherche de toute la vérité continue, tout comme la lutte pour garantir qu'une telle perversion de la justice ne puisse plus jamais se reproduire.